La plupart des Haïtiens ne connaissent d'Haïti que le patelin où ils sont nés, éventuellement Port-au-Prince où ils ont pris l'avion, et pour le reste, nous parlons d'un pays vraiment étranger, un pays inconnu. Combien sommes-nous? Nous ne le savons même pas avec certitude. Plus de la moitié de la population habite en ville. Et de ces 60% qui habitent en ville, on considère que 70% habitent dans un bidonville. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission spéciale. C'est une série d'émissions que nous avons décidé de réaliser avec Jean-Marie Théodat autour de ce petit livre qu'il vient de faire paraître. Ça s'appelle Haïti, mon amour. Effectivement, c'est un livre qui fait le constat, on va dire, de la richesse d'Haïti. Effectivement, qui constate que malgré le drame qu'Haïti vit, aujourd'hui c'est un pays attachant. C'est Jean-Marie Théodat qui le dit. J'espère qu'on aura, on va dire, autour de 4-5 émissions pour aborder effectivement les thèmes de ce petit livre, les thèmes passionnants. Alors, déjà, je salue mon invité. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Alors, c'est une question qu'on se pose tous parce que Jean-Marie Théodat est géographe, donc on s'en doute que dans ce livre, effectivement, il s'agit beaucoup de géographie. La première question que j'ai envie de poser à Jean-Marie avant d'entrer, on va dire, de creuser le sujet du livre, c'est quoi l'intérêt de la géographie par rapport à l'histoire, par exemple? On va dire, c'est quoi? Merci de me poser cette question, parce que ça me donne l'opportunité de rappeler une vérité élémentaire. Nous connaissons tous et toutes notre histoire d'Haïti presque sur le bout des doigts. Nous l'avons apprise par cœur. Le JC d'Orsainville est une sorte de bible de référence pour tout petit écolier haïtien. Ça, c'est bien. Mais notre géographie reste une sorte d'impensé. La plupart des Haïtiens, au-delà de dire que nous sommes entre 11 et 12 millions d'habitants sur un territoire de 27 750 km², divisé en 10 départements, ne savent pas aller plus loin. La plupart de nos compatriotes, en particulier celles et ceux de la diaspora, ne connaissent d'Haïti que le patelin où ils sont nés, éventuellement Port-au-Prince où ils ont pris l'avion, et pour le reste, nous parlons d'un pays vraiment étranger, un pays inconnu. Alors, c'est quoi l'intérêt de la géographie? L'intérêt de la géographie, c'est de nous donner à connaître et à comprendre le territoire qui est le nôtre, mais que nous ne connaissons pas assez. C'est comme pour faire visiter votre propre appartement et vous dire que ce pays qui est le nôtre, c'est à la fois un territoire et une société. La géographie, c'est l'étude du territoire, c'est-à-dire comprendre le relief, comprendre le climat, la végétation, mais c'est aussi comprendre comment évolue la société, c'est-à-dire combien y a-t-il d'habitants, comment ces gens sont-ils répartis sur le territoire, où sont-ils, que font-ils, ceux qui travaillent à la terre, ceux qui travaillent dans les mines, ceux qui sont dans les services, etc. Comment est organisé le pouvoir? S'agit-il d'un État centralisé? S'agit-il d'un État fédéral? Vous voyez, la géographie couvre un champ de savoir extrêmement large qui intègre également la dimension historique, parce qu'il faut voir l'évolution de chacun des secteurs que nous avons évoqués. Donc, la géographie est une science méconnue, autant que le territoire l'est de ses propres habitants. Ouais, c'est vrai. Et puis déjà, pour se situer, je pense que ça arrive que des gens ont du mal à se situer même. En fait, on va dire que ce soit se positionner soit dans le nord, des trucs qui sont basiques. Parfois, c'est assez compliqué. Alors, effectivement, on avait reçu quelqu'un ici un jour qui nous avait posé la question, nous a demandé pourquoi on parle jamais du département de l'Est en Haïti. Pourquoi? Donc, pour lui, ça paraissait comme une espèce d'énigme et tout ça, parce qu'il y a le département du centre, du nord, du sud, mais pas de l'Est. Bon. Mais c'est une très bonne question, en fait. Elle n'est pas absurde, parce que cela renvoie à l'histoire du découpage du territoire insulaire. Parce que
parler du département de l'Ouest, du département du Nord, du département du Nord-Est, cela n'a aucun sens si effectivement on ne voit pas qu'il y a un Est, un département de l'Est, mais qui correspond aujourd'hui à la République dominicaine. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Effectivement, c'est notre ami Bob Bovano, que je salue, qui avait posé cette question. Qui avait Il a la réponse aujourd'hui. Ça, je crois qu'il le devinait aussi, mais bon, c'est parce que pour lui, c'est étrange qu'on en parle presque jamais. Et voilà. Donc, alors, la première question qu'aborde ce livre, effectivement, c'est l'une des premières questions. Hein, c'est ce petit livre que je montre effectivement à l'écran pour que les gens puissent voir. C'est la vulnérabilité d'Haïti. Alors, en 2 mots, Jean-Marie, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui rend Haïti si vulnérable? Alors, la vulnérabilité se définit par le rapport entre 2 concepts. La vulnérabilité est fonction de l'aléa et des enjeux. L'aléa, il y en a 2 dans le cas d'Haïti. Il y a l'aléa sismique et l'aléa cyclonique. Aléa sismique, cela veut dire que la terre peut trembler à certains moments et cela peut provoquer des dégâts et des endommagements, comme ce fut le cas en janvier 2010 à Port-au-Prince. Aléa cyclonique, passage de cyclones d'ouragans de plus en plus puissants, comme ce fut le cas avec Matthew en 2016. L'aléa et les enjeux. Les enjeux, il s'agit à la fois de la population, combien y a-t-il de personnes vivant dans une région affectée par l'un de ces aléas que nous venons d'évoquer, combien y a-t-il d'immeubles, des hôpitaux, des banques, des écoles. C'est tout cela qui, mis ensemble, fait de Haïti un pays particulièrement vulnérable parce que nous sommes soumis à un double aléa, les cyclones, les tremblements de terre, et quant à la population, elle est nombreuse, elle est concentrée dans des zones extrêmement exposées à ces doubles aléas, et puis surtout, nous n'avons ni abri, ni stock de biens, ni réserve d'eau, ni infrastructure parfois pour porter secours à ces gens. Donc notre vulnérabilité calcule la probabilité qu'en cas de catastrophe, il y ait non seulement de nombreux morts, mais de nombreux dégâts et surtout l'incapacité du pays à faire face seul par rapport aux endommagements. Et effectivement, en plus, on va dire la population, la frange de la population la plus exposée, la plus vulnérable par rapport à tout ça, c'est les paysans. Voilà, le pays en dehors. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce concept, effectivement, qui a été théorisé par Gérard Barthélemy et qui est maintenant rentré dans le langage courant, le pays en dehors? Alors, le pays en dehors, pour rendre à Gérard Barthélemy ce qui lui revient, mais c'est un concept qui est vernaculaire, que l'on utilisait déjà pour caractériser justement la campagne qui est devenue aujourd'hui de plus en plus les banlieues, les cités, au sens que pays en dehors désignait au temps de Gérard Barthélemy, nous sommes à l'époque en 1983, par là c'est au début des années 80 qu'il a forgé le concept, eh bien cela désignait les 80% de population qui vivaient à la campagne, qui n'avaient accès ni à l'eau, ni à l'électricité, et surtout ni à l'école, ni aux soins, et cela désignait une catégorie à la fois géographique et sociale. Mais aujourd'hui, plus de la moitié de la population habite en ville. Et de ces 60% qui habitent en ville, on considère que 70% habitent dans un bidonville. Et ces 70% de citadins vivant dans des bidonvilles représentent aujourd'hui plus de la moitié de la population du pays. Donc le pays en dehors n'est plus un pays en dehors comme le pensait Gérard Barthélemy, mais c'est devenu un pays qui assiège le pays du dedans, au sens que les campagnards, ces gens que l'on avait relégués en fait dans le rural profond, campent aujourd'hui littéralement autour de la ville
constituent les cités, constituent ces banlieues, constituent ces campements, finalement, comme Canaan, comme Corail-Cesles, comme Cité Soleil, pour parler de Port-au-Prince, comme Raboteau, pour parler de Gonaïves, comme Madeleine, Petit-Anse, pour parler du Cap-Haïtien. Eh bien, ce pays en dehors n'est plus complètement loin du dedans, et c'est bien là le problème. Parce que le pays en dehors, aujourd'hui, il est synonyme d'absence de services, d'absence d'infrastructures, d'absence d'éducation, comme c'était déjà le cas avec les paysans des années 80. Il est plus périphérique, hein, il est... Voilà, il fait... Maintenant, est-ce que le pays, lui, en lui-même, n'est pas un pays en dehors? Le pays est devenu un pays en dehors, au sens que on pouvait, jusque dans les années 80, si on file la métaphore du dehors, considérer que ce pays en dehors n'était pas visible. On pouvait, de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien, de Jérémie, du cœur central de la ville, parce que le pays en dehors, il désigne aussi, non seulement en dehors par rapport à la capitale, par rapport à Port-au-Prince, mais aussi en dehors par rapport au chef-lieu de province, par rapport au chef-lieu de département. Le dédain qu'a le Port-au-Princien pour les gens de la plaine du cul-de-sac, on le retrouve au Cap-Haïtien pour les gens de la plaine du Nord. On le retrouve au Caille pour les gens de la plaine du Fond. Vous voyez, ce sont des oppositions catégorielles que nous avons héritées de la colonisation et qui n'ont jamais été corrigées. Et nous payons aujourd'hui, géographiquement, les dégâts de l'histoire. C'est ici que histoire et géographie se retrouvent et se recoupent. Nous retrouvons dans l'espace les stigmates d'une histoire mouvementée, d'une histoire faite de déséquilibre, d'une histoire faite finalement d'agression à la nature et à l'humanité. Et c'est cela qui rend Haïti un pays complexe. Effectivement, donc vous pointez aussi deux périodes, comment dire, dévastatrices pour ce pays en dehors, effectivement, et pour Haïti tout entier. C'est déjà l'extermination du cochon créole. Vous en parliez dans ce livre, et aussi la loi sur l'exportation des produits agricoles. Donc, vous pouvez nous parler un petit peu de ça, parce que le cochon créole qui était à l'époque, comment dire, le carnet banque du paysan. Oui. Alors, vous faites référence à la décision prise par le gouvernement haïtien à l'époque, précisément en 1983, d'abattre tous les cochons créoles, c'est-à-dire les cochons qui étaient... ils ne sont pas natifs de l'île, parce que lorsque les Espagnols sont arrivés, il n'y avait pas de cochon. C'est un cochon qui a été introduit précisément par le conquérant espagnol, qui a proliféré jusqu'à devenir emblématique de la campagne du monde rural haïtien. Et il y avait à l'époque dans le monde une épidémie de peste porcine, ce qu'on appelait la peste porcine africaine, une peste porcine venue d'Angola et de l'Angola au moment de la guerre d'indépendance contre le Portugal avec l'aide des Cubains. Ce sont, dit-on, les Cubains qui ont fait passer, accidentellement, le germe de la maladie vers la Caraïbe de façon générale, de Cuba vers Haïti, et les Américains, de peur que l'épidémie n'atteigne la Floride, avaient commandé, contre espèces sonnantes et trébuchantes, l'extermination de tout le cheptel porcin haïtien, une sorte de mesure de prévention pour protéger leur propre élevage porcin. Et c'est en ce sens que c'est une mesure injuste, parce que c'était sacrifier le paysan haïtien pour défendre les intérêts de l'éleveur floridien, et c'est une mesure qui a été prise du jour au lendemain sans que le gouvernement ait non seulement averti les gens, ni surtout dédommagé à hauteur des pertes subies. Vous disiez que c'était le porte-monnaie, c'était le coffre-fort, c'était la banque, c'était en fait le mode d'épargne dans le monde rural haïtien, parce que c'est un cochon résilient, un cochon qui se nourrit de tout et de rien. Et une fois que l'on avait un cochon, on était sûr, dans les années, d'avoir non seulement de quoi manger éventuellement, mais surtout par les différentes portées. Ce sont des cochons très
très prolifique, de pouvoir en revendre. Si vous voulez, c'était un élevage rustique mais résilient. Donc, du jour au lendemain, on a coupé les ailes, en fait, au monde rural haïtien, le paupérisant d'une façon dramatique. Et on dit que c'est probablement l'un des éléments qui a déclenché la chute, la désaffection du régime des Duvalier, parce que 3 ans plus tard, en 1986, soulèvement général dans le pays et le gouvernement est tombé sans que les paysans lèvent le petit doigt pour le défendre. Effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas eu des tentatives de réintroduire ce cochon en Haïti, il me semble? Tout à fait. Il y a eu dans les années 90, avec la coopération française notamment, avec l'INRA, l'introduction d'un cochon proche du cochon créole, c'est le cochon de Gascogne. Un cochon venu du Gascogne, c'est-à-dire le sud-ouest de la France, c'est-à-dire à la frontière avec l'Espagne. Donc génétiquement un cochon très proche, mais qui n'est pas tout à fait pareil, parce que le cochon haïtien, ce qu'on appelle le cochon planche, c'est un cochon extrêmement allongé, très plat, planche parce qu'il n'était pas très gras, justement, et c'était une viande très saine, très rustique, alors que le gascon est un cochon tout en rondeur, beaucoup plus court de museau et d'échine, ce qui fait que nous ne retrouverons plus la saveur du cochon créole. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, qui disent posséder des cochons créoles en Haïti. Bon, je pense que certains ont pu effectivement en sauver quelques-uns, mais si vous voulez, à mon avis, pas en quantité suffisante pour, à moins qu'il y ait eu une volonté réelle de sélection, de protection, ce qui demande des infrastructures, ce qui demande une surveillance dont je ne pense pas le petit paysan vraiment capable. Parce que, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que le cochon grimel, c'est-à-dire ce cochon à la peau rose venu des États-Unis, a été introduit un peu partout en Haïti et il s'est imposé sur le marché, c'est-à-dire il est de meilleur marché, il coûte moins cher. Donc le paysan, s'il a le choix entre un cochon créole et un cochon grumel, il achètera le cochon grumel parce que ça lui coûtera moins cher à l'achat, mais ça lui coûtera beaucoup plus cher à l'entretien. À l'entretien, ouais. Et c'est un cochon plus fragile, c'est un cochon qui demande à être vacciné régulièrement, à être nourri de produits importés. Donc vous voyez que il y a eu, du fait du sacrifice du cochon créole, on peut l'appeler ainsi, une perte d'autonomie de la part du paysan haïtien qui se retrouve aujourd'hui assujetti aux producteurs de son de blé, de compléments alimentaires, de vaccins, de toute une série d'interventions et de dépenses qui n'avaient pas lieu d'être. Parce qu'il y a même des théories qui disent que c'était le plan donc d'éradiquer le cochon créole pour le remplacer par le cochon pépère, comme on dit en Haïti. C'est-à-dire, il y a eu tellement de mesures écocides dans l'histoire du Nouveau Monde et l'histoire des Amériques de façon générale que le contraire m'aurait étonné. C'est-à-dire qu'il y ait des gens pour planifier la disparition de toute une espèce pour pouvoir faire derrière des bénéfices en vendant un cochon de rechange, ça entre complètement dans l'image que l'on se fait de l'Amérique de façon générale. On va peut-être en dire 2 mots là-dessus, sur l'importation des produits, enfin toute la politique de libéralisation après, concernant les produits étrangers. Alors, la fin du cochon créole a été le prélude à la perte de l'autonomie alimentaire et financière du paysan haïtien et prélude également à des mesures de libéralisation qui, dans les années 90, vont réduire considérablement les frais douaniers payés par les importateurs, ce qui va mettre directement le producteur haïtien en concurrence avec le riz de l'Arkansas, avec les produits en fait d'une économie américaine qui non seulement dispose de plus d'infrastructures, mais surtout est subventionnée par un État fédéral qui a fait de l'agriculture une arme verte
Déjà, c'était célèbre au temps de la guerre froide, les États-Unis faisant de la puissance de leur agriculture un élément de pression sur les autres pays. Mais lorsque cela se tourne vers un territoire aussi minuscule que Haïti, avec des enjeux économiques finalement si réduits par rapport à ce que ça pouvait être, par exemple, avec l'URSS de l'époque, on se dit qu'il faut des acteurs internes. Il faut des dispositions légales dans le pays, c'est-à-dire la décision prise de libéraliser l'économie haïtienne dans les années 90 et de faciliter l'importation d'une alimentation bon marché pour satisfaire une population urbaine qui était la base électorale du régime de l'époque, mais ceci en sacrifiant les paysans, en sacrifiant les intérêts des paysans. Du jour au lendemain, le riz de l'Artibonite est devenu un riz trop cher. Ouais. Du jour au lendemain, même le poisson haïtien a du mal à s'écouler par rapport aux importations de produits halieutiques des États-Unis, d'autres pays, de Chine. J'ai même vu une fois à Port-au-Prince, sur une moto, des caisses transportant du poulet congelé venu de Pologne. De Pologne. Du poulet congelé venu de Pologne. C'est-à-dire que ce poulet a fait une trajectoire considérable avant d'arriver jusqu'à nous, alors que le poulet haïtien est disponible à portée de main. Donc cela veut dire que, en considérant les frais de production du poulet, les frais de transport, les frais pour maintenir une chaîne du froid pour arriver jusqu'à nous, même avec tous ces frais-là, ce poulet reste moins cher que ce qu'on appelle la poule dure, le poulet fermier produit dans le pays. Incroyable. Donc, qu'est-ce que les gens mangent alors? Qu'est-ce que c'est? On a accès à une nourriture bon marché, plus abondante, mais pauvre en vitamines, et peut-être avec des produits de conservation qui seront nocifs pour la santé à long terme de la population. Donc il y a une question à la fois de santé publique, une question de souveraineté alimentaire, une question de défense d'un mode de vie, de toute une civilisation. Aujourd'hui, à Port-au-Prince, nous avons urgence d'intervenir dans ce domaine-là. Alors, il y a aussi ce que vous appelez dans votre livre aussi, comment dire, un système agricole dit de l'ACOU. Qu'est-ce que c'est précisément en fait? Alors, le lacou, c'est la déclinaison créole du mot la cour en français. Et le mot la cour en français renvoie à un type d'organisation du monde rural qui remonte au Moyen-Âge dans les pays européens. Et peut-être même à l'Empire romain, c'est ce qu'on appelait la curtis de l'époque romaine. C'est-à-dire, dans le cadre de la grande ferme d'exploitation, un espace libre, entouré à la fois du corps de logis, mais également des bâtiments d'exploitation. Et c'est dans cet espace que se déroule la vie de la communauté. Eh bien, cette curtis romaine s'est transposée dans le monde colonial, dans la cour de l'habitation coloniale, qui était cet espace intermédiaire aussi entre la grande case, la maison du maître, et par ailleurs les champs. Donc, dans cet espace, dans cette cour, se déroulaient les scènes de la vie quotidienne et tout ce qui était célébration aussi. Eh bien, ceci s'est décliné dans le cadre de l'espace rural haïtien avec ce qu'on appelait les grandons, c'est-à-dire les grands propriétaires, héritiers souvent des colons, qui ont maintenu cet espace avec un toponyme maintenant qui va les assigner à une personne. Par exemple, on va dire la cour Haïti Inter, c'est-à-dire c'est l'espace associé à la plantation dont Guy Ferrolus est
Cheita Vital sont les heureux propriétaires, etc. Lakou Théodate, Lakou Lafon, et ainsi de suite. Eh bien, après la colonisation, le Lakou est devenu l'unité de base de l'organisation de la population, avec le principal héritier, ses descendants, les cases successives qui se construisent autour de cet espace central, qui définit parfois une lignée, qui définit parfois une famille, mais avec surtout comme, je dirais, élément structurant, l'indivision du foncier. Les terres appartiennent à la communauté et sont rarement divisées ou appropriées. C'est-à-dire qu'il sera très difficile de venir d'ailleurs pour acheter un lopin dans ce genre d'espace. Bon, tout ceci, c'est le schéma, je dirais, idéal qui s'est progressivement transformé à la fin du 19e et au début du 20e siècle, de sorte qu'aujourd'hui, de Lakou, il ne reste plus que le nom, mais la fonction matricielle du Lakou, qui était de préserver l'indivision du foncier et d'entretenir le travail et la mise en commun dans le cadre du combit, par exemple, tout ceci aujourd'hui a complètement disparu des campagnes haïtiennes. Ouais. Alors c'est vrai que ça aussi l'une des causes aussi c'est le manque de main-d'œuvre. Il y a une pénurie de main-d'œuvre parce que à cause de l'immigration des paysans, soit en territoire voisin, en République dominicaine, soit un peu avant, à Cuba, etc. Donc ça explique, vous expliquez aussi très bien ça par cette pénurie aussi de main-d'œuvre paysanne. Et ça, c'est l'un des paradoxes de la géographie d'Haïti, vous avez raison de le souligner. On a à la fois une très forte densité de population. Les 12 millions d'habitants sont une estimation basse. On serait plus proche de 14 millions compte tenu du taux d'augmentation de la population depuis le dernier recensement qui est de 2003 en Haïti. Et depuis, il n'y a pas eu de travaux vraiment approfondis. Donc, combien sommes-nous? Nous ne le savons même pas avec certitude. Et on se rend compte que avec la majorité de la population habitant aujourd'hui dans les villes, plus de 60%, bien, certaines campagnes commencent à manquer de main-d'œuvre. Et manquer de main-d'œuvre, cela veut dire que les plus jeunes, ceux qui sont en âge de travailler, ceux qui sont en âge de produire, sont partis en ville, laissant les plus âgés ou les plus jeunes, ceux qui ne sont pas encore en âge de faire la route, de sorte qu'aujourd'hui, paradoxalement, Haïti est un pays surpeuplé, entre guillemets, mais qui souffre d'un manque de main-d'œuvre dans le monde rural au moment d'exécuter certaines tâches, ce qui fait que les travaux les plus exigeants en main-d'œuvre, les plus difficiles, tels que le repiquage du riz, la récolte du riz, le ramassage de certains produits, manquent de main-d'œuvre et de ce fait, certaines de ces productions sont abandonnées. Alors, face à ce problème d'agriculture du pays en dehors, on est quand même dans un pays, effectivement, sur une île, je voulais dire. Donc, pourquoi la pêche n'est pas une alternative à l'agriculture? Alors, il y a une sorte d'impensé chez le paysan haïtien, c'est ce qu'on appelle cette économie bleue, l'accès à la mer. Tant que nous étions esclaves, nous n'avions pas accès à la mer. On ne peut pas imaginer un esclave sur un bateau en train de pêcher du poisson. Ouais. Vous mettez un esclave sur un bateau, c'est un homme libre. En effet. Oui. Donc, nous sommes des insulaires, mais ayant été coupés de la mer, il se trouve qu'aujourd'hui, toute notre tradition de pêche est une tradition issue des Taïnos, de nos ancêtres amérindiens, qui ont transmis des techniques de pêche aux premiers, aux premiers, aux premiers
boucanier, puis au marron, de sorte que nous avons aujourd'hui des techniques de pêche qui sont rudimentaires. On considère que à peine 50 000 familles en Haïti vivent de la pêche, c'est-à-dire à peu près 250 000 personnes sur une population de plus de 12 millions. C'est peu de choses. Nous sommes des gens qui mangeons très peu de poissons. L'essentiel du poisson mangé en Haïti, c'est du poisson importé. C'est de la morue séchée, c'est du hareng-sort, alors que nous avons une mer qui est très poissonneuse, qui pourrait alimenter la population. Donc, il y a à la fois l'héritage d'un peuple qui n'a pas de véritable tradition de pêche, et d'autre part, l'indigence des moyens, les techniques de pêche n'ayant pas évolué depuis pratiquement 500 ans. En Haïti, nous sommes encore à l'année zéro du développement d'une économie bleue, comme cela devrait se faire. Voilà, donc c'est sur ces mots que nous allons clore cette première partie de cette série d'émissions autour de ce livre de Jean-Marie Théodat, Haïti, mon amour. Merci beaucoup à vous d'avoir assisté à cette émission et merci à Jean-Marie Théodat. Merci à Haïti Inter pour l'invitation. Au plaisir.